Donc c'est parti, on va explorer un petit peu ce matos ensemble. Donc tu as reçu ton petit aérographe débutant. C'est un très très bon, si ce n'est le meilleur aérographe débutant que l'on ait sur le marché aujourd'hui. C'est un aérographe qui est de bonne qualité et qui a des petites options qui sont beginner friendly. Tu as une petite mécanique sur la gâchette, on en reparlera après, puis une petite bague aussi qui permettent vraiment de se faciliter la tâche et de se rassurer quand on débute. Mais ça, on en reparlera après. Donc du coup, voilà, je vous conseille Harder Stenbeck pour les débutants, Iwata si vous voulez aller plus loin. Et pour les compresseurs, c'est pareil, on trouve des compresseurs. J'ai vu dans ton chat quelqu'un qui disait cache son compresseur Fengda. Ouais. Donc c'est vrai, voilà. Là, on est parti sur un compresseur que je conseille vivement. C'est un compresseur comme ça. En gros, ça fait la taille d'une petite tour de PC, hein. Voilà. Le but, c'est que ça aille sous le bureau. Il faut que ça soit à portée de main, puisque c'est quelque chose qu'on va avoir à manipuler au fur et à mesure de notre expérience d'aérographe. Donc, on a besoin de l'avoir à portée de main. Je ne suis pas fan de l'idée, parce qu'il y en a qui vont acheter, par exemple, des compresseurs, des gros compresseurs de bricolage, et puis les mettre dans le garage et tirer des tonnes de câbles, tu vois, pour ramener le truc à ton bureau. Déjà, tu vas perdre en précision sur la longueur, etc. Et puis ça t'enlève la possibilité de certains réglages. Là, il est sous le bureau, il fait pas trop de bruit et il fait tout ce qu'on lui demande. Donc, un compresseur, les organes qu'on a dans un compresseur, c'est pas toujours les mêmes. Alors, vous allez pouvoir trouver des compresseurs pas chers sur lesquels vous avez que le moteur. Le moteur, il est situé ici. Et c'est une membrane, en fait, à l'intérieur qui prend l'air d'un côté et qui la pousse de l'autre. C'est ça qui fait le bruit, c'est ça qui fait la vibration. On entend le drrrr. C'est cette membrane, en fait, qui bouge en prenant l'air d'un côté et en la tassant de l'autre. Si on n'a que ça pour faire un aérographe, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, du coup, une pression qui va fluctuer en fonction de la capacité de pression de ton compresseur. Donc tant qu'il pousse, tu vas avoir de l'air, mais dès qu'il s'arrête, tu vas avoir une chute de pression. Et ça, l'aérographe, nous, on veut une pression qui soit fiable, stable, qu'on peut régler, qui soit constante pour pouvoir être sûr du trait qu'on fait et de la pulvérisation qu'on fait. Imagine, tu fais ta sous-couche, donc un peu comme avec une bombe de sous-couche, sauf que c'est ton aérographe. Mais imagine que la pression, elle monte et elle descend comme ça, en vague, pour pulvériser ta peinture. C'est l'enfer. Donc ça veut dire que tous les compresseurs déjà que vous trouvez avec un seul moteur, sans cuve, déjà, vous oubliez, vous les rayez de votre liste. C'est pas cher, mais ça ne vous permettra pas d'apprendre à faire de l'aérographe comme il faut. Ça sera un frein à votre progression. Donc ici, on a un moteur et en dessous, on a une cuve. Cette cuve, c'est une bonbonne qui va servir de tampon. Elle va être compressée à une pression supérieure à celle qu'on utilise et elle va du coup garder une réserve d'air sur laquelle on va pouvoir tirer. Ce qui nous permet du coup d'avoir une sortie d'air constante. Et lui, le compresseur, il va se déclencher automatiquement dès que la pression va baisser dans la cuve, en dessous d'une certaine pression. Il se remet en marche et il la recompresse en amont. Ce qui fait qu'ici, on sent jamais la différence à la sortie. Et ça nous permet du coup d'avoir une pression constante. Donc ça, indispensable au fonctionnement de votre compresseur pour ce que vous allez faire en peinture sur figurine. Et dernier indispensable, c'est le petit manomètre qu'on a ici. Donc c'est cette pièce qui est là. Ce manomètre, il est réglable. On a un bouton en haut qui nous permet du coup de régler la pression en sortie. Et on va pouvoir le bloquer si on veut. Donc ça, il y a certaines personnes qui disent « Ah, il marche pas, j'arrive pas à le tourner. » C'est normal, c'est parce qu'il faut tirer. C'est une sécurité en fait si vous avez besoin de bloquer votre pression. Et juste ici, on a un condensateur qui permet en fait de sécher l'air. Vous avez déjà dû faire l'expérience, mais c'est un truc qu'on fait en physique au lycée. Ça marche aussi avec les aérosols. Quand vous allez faire chuter la pression d'un contenant qui est pressurisé, donc par exemple votre bombe de sous-couche, quand la pression chute, ça givre, ça refroidit et ça crée de la condensation. Du coup, quand on va avoir cet effet-là, à un moment, on va créer de la condensation dans le circuit de l'aéro. Et ici, on a un petit condensateur qui permet du coup d'assécher l'air, de récupérer l'eau et d'éviter d'envoyer de l'eau dans notre aérographe. Sous cette petite pièce ici, tu as un petit bouton. Quand tu appuies dessus, hop, ça purge
le condensateur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça fait un tout petit pchit. Voilà, quand tu appuies... Ah là, voilà. Tac. Voilà, là vous l'entendez. Et vous entendez son doux ronron. Donc ce petit bouton, il sert à purger le condensateur et à enlever l'eau. De temps en temps, vous mettez un petit coup d'appui dessus. Voilà. Ça permet de le vider et d'enlever la condensation. Parce que forcément, au bout d'un moment, il va se remplir. Et s'il se remplit trop, l'eau va finir par ressortir par le tube. Ici, j'ai une soupape de sécurité qui fait que si jamais ça compresse trop fort, ça permet de sortir l'air par ici, donc, pour éviter que ça t'explose dans les pattes. Donc tu as une petite soupape de sécurité ici. Voilà. Je l'éteins, je le purge. Voilà. Il n'y a plus d'air compressé dedans. Le manomètre ici est redescendu. Et je peux aller le ranger tranquillement et le remettre au placard. La différence du coup de qualité entre un Fengda et un Sparmax, elle va se jouer sur quelque chose d'assez invisible, puisque tous les organes là, dont on a parlé, on va les retrouver sur un Fengda, sur le RM 3500 qui est le même que le Fengda, sur le Sparmax. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve sur beaucoup d'aérographes maintenant. Mais ce qui va se jouer en fait, c'est la puissance du moteur. Souvent, quand vous allez descendre en gamme de prix sur un compresseur, vous allez vous retrouver en fait avec un moteur qui est moins puissant. Donc un moteur qui va compresser plus longtemps, plus souvent et plus fort pour réussir à tenir la cadence que vous allez lui imposer. Et en gros, ce qui va se jouer, c'est qu'au départ, vous n'allez pas voir la différence, mais au fur et à mesure, la membrane à l'intérieur, elle va s'user et elle va faire de plus en plus de bruit. Et on se retrouve relativement rapidement, en fonction de l'utilisation que vous en avez, avec un moteur qui fait beaucoup plus de bruit que ce que vous entendez à l'heure actuelle. Là, le Sparmax, c'est un modèle qu'on utilise au studio tous les jours depuis plus d'1 an en utilisation soutenue, et il fait toujours aussi plus de bruit. Là, on l'a bien limé. Moi, il m'est arrivé de faire des cours avec des aérographes, avec des compresseurs, les RM 3500 là. On ne s'entendait pas parler quand le compresseur fonctionnait. C'est-à-dire qu'il était posé sur la table, comme on vient de faire là, j'expliquais le matos, quand il compressait, il fallait qu'on attende qu'il ait fini de compresser parce que la personne qui était assise en face de moi, on ne s'entendait pas parler. Voilà. Donc c'est un truc qu'il faut savoir. Alors ça peut être une économie parce que celui-ci il est presque à 300 balles, 280. Le Fengda il va être autour des 100 balles. Ça fait une grosse différence, hein. Mais il faut savoir pourquoi. Et souvent, le souci qu'on a avec le compresseur, enfin la demande qu'on a et que je trouve légitime et importante, c'est le bruit, comme celle que tu as. Parce que c'est quelque chose qui va se retrouver dans notre appart, sous notre bureau. Ça fait un peu des vibrations, on a des voisins au-dessus, en dessous, on va peindre tard le soir, on a de la famille. Ça peut se retrouver dans le bureau du salon, etc. C'est parfois compliqué. Un Fengda, rapidement, les personnes autour de vous vont vous détester parce qu'ils vont plus entendre la télé quand vous l'utilisez. Le Sparmax, ça va. Donc c'est un investissement si vous avez le budget sur lequel c'est intéressant d'aller. Et en tout cas, c'est un compresseur qui derrière accompagne son utilisateur tout le long de sa vie, quoi. Je veux dire, tu n'as pas besoin de plus que ça, à part cas très spécifiques. Voilà, il y a tout dedans, tout fonctionne. Il est livré avec le câble et tout. Tu as des petits accessoires en plus, donc c'est vraiment worth it. Voilà. Après, je peux comprendre le budget, je peux comprendre la contrainte économique. Dans ce cas-là, un Fengda, ça marche aussi. Il faut juste savoir sur quoi on fait la concession. Voilà. Et on fait la concession du coup sur le bruit au fur et à mesure. Ensuite, on arrive à cette petite pièce-là, la connectique. Bon, le câble, c'est un câble, hein, on va passer le truc. Mais on arrive à cette petite connectique. Il faut le monter de base. Votre câble, il arrive comme ça. Et vous allez le visser sous votre aéro. Alors, par contre, Harder et Steinbeck, ils sont sympas. Ils donnent directement un embout avec. Mais du coup, quand tu es débutant et que tu sais pas, tu reçois ton aéro qui est comme ça, avec un petit plug ici. Et ici, ça marche pas très très bien. Donc ça, cette partie-là, si jamais vous n'avez pas de connectique, vous pouvez la dévisser. Alors elle est serrée comme un âne mort. Donc ça, c'est une petite connectique qui est offerte chez Harder et Steinbeck. Mais sinon, votre aérographe, il arrive comme ça. Et du coup, il suffit de le visser sur le pas de vis et c'est connecté, c'est parti. Ce qui est très pratique avec ça, c'est que ça, tu le visses du coup sur ta sortie d'air. Ok ?
tac. Et c'est ce qu'on appelle un quick release, un quick connect. Donc quand tu appuies dessus, tu as un système de ressort qui vient faire le branchement et la connectique d'air. Et tu as juste à tirer sur le ressort et ça s'éjecte. Et du coup, c'est débranché. Donc tu n'as pas besoin de dévisser à chaque fois. Alors là j'avais coupé mon manomètre. J'avais mis mon manomètre à 0, d'accord ? Donc j'avais pas d'air qui sort. Là, je viens de le remettre à 1 bar. Et effectivement, là, si je dois dévisser mon aérographe pour le nettoyer, là, pendant ce temps-là, c'est chiant, j'ai de l'air qui sort et ça sort là-bas. Donc je suis obligé de mettre mon manomètre à 0, etc., de bouger mes réglages. Alors que si j'ai ça, déjà, c'est beaucoup plus rapide à dévisser. Et là, quand mon aérographe est dessus, l'air sort. Quand je l'enlève, ça sort plus. Et du coup, je peux débrancher mon aérographe très rapidement. Donc c'est un petit accessoire, ça coûte 10 balles si je dis pas de conneries. C'est un petit accessoire, c'est le quick release, le quick connect, ça dépend des marques, comment ils l'appellent. Et ça permet simplement de pouvoir brancher et débrancher son aéro comme ça. Dans le budget aérographe, c'est un tout petit investissement, c'est un tout petit gadget en plus. C'est pas indispensable, mais c'est trop ergonomique pour s'en passer. Voilà, faut pas se priver de ça. Et dans le petit pack, en fait, t'en as plusieurs, tout simplement parce que quand tu commences à être un fou furieux, tu vas avoir plusieurs aérographes. Et du coup, tu as tes embouts sur chacun. Et du coup, tu peux passer d'un aérographe à l'autre en 3 secondes. Alors, notre aérographe, il est composé du coup de l'arrivée d'air qui est ici. Ici, on a la tête de l'aérographe. Là, on a le godet, la gâchette et l'arrière, le carénage. Ok. Quand on veut démonter son aérographe, on commence d'abord par dévisser le carénage. Ce qui nous permet d'accéder à la mécanique interne. Ici, on a une petite bague de réglage, un petit pas de vis qui nous permet en fait de serrer l'aiguille. Là, on a l'arrière de l'aiguille, de la serrer sur le mécanisme de ressort qui va jouer quand on va reculer notre gâchette. Quand on va reculer notre gâchette, ça engage en fait le ressort à l'intérieur, ça vient pousser le ressort. Et cette vis, elle permet de solidariser le ressort à l'aiguille. Ce qui fait du coup que quand on recule, l'aiguille recule. Si cette vis est dévissée, l'aiguille ne recule pas. Là, il n'y a que le ressort qui recule. Donc quand on commence, on dévisse ça, on met légèrement en retrait notre aiguille, ce qui nous permet de la sortir en fait de la tête de l'aérographe qu'on va dévisser après. Et du coup, c'est une zone de risque. C'est une zone dans laquelle on risque d'abîmer Voilà. Donc si je viens dévisser, manipuler de ce côté-là alors que j'ai l'aiguille qui est engagée dedans, c'est un moment où je peux abîmer l'aiguille. Donc là, je viens la mettre en retrait légèrement pour la protéger. Je resserre histoire qu'elle ne tombe pas et elle est en retrait à l'intérieur. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir dévisser cette partie-là. Alors c'est pareil, il va falloir forcer un petit peu. Voilà, et là, ça te permet de dévisser la tête de l'aérographe. On redévisse l'écrou. Et ce coup-ci, on sort l'aiguille vers l'avant de son aérographe. Alors pourquoi on la sort vers l'avant ? Tout simplement parce que ton aiguille, quand tu vas l'utiliser, elle va s'encrasser, elle va avoir de la peinture sur le dessus et il peut rester aussi de la peinture à l'intérieur de ton aérographe. Si tu la retires vers l'arrière, tu vas amener tout le merdier vers l'arrière et tu vas salir l'intérieur de ton aéro. Ici, c'est chiant à nettoyer, voilà. Ici, tu as un joint qu'on appelle le joint d'étoupe qui se trouve à peu près derrière entre le godet et la gâchette, par là dans le corps de l'aéro. Tu as ce qu'on appelle un joint d'étoupe, qui est un joint en fait qui vient autour de l'aiguille pour empêcher du coup la peinture pendant que tu bosses de remonter vers l'arrière. Du coup, ça serait un peu contre-productif, tu vois, de tout le temps retirer puisqu'on attirait la peinture. Donc là, quand on la retire vers l'avant, ce qui permet du coup d'emmener les saletés vers l'avant pour la nettoyer un peu plus tard. On la met en sécurité. Là, c'est le genre de pièce qu'il faut éviter de faire tomber. Donc l'aiguille et la tête, là, ça, c'est des trucs que tu veux pas qu'ils tombent. Voilà. Faut pas que ça tombe du bureau, faut pas... voilà. Parce que si tu as des chocs dessus, des pètes dessus, tu vas pouvoir faire des méplats en fait, sur le métal et tu risques de perdre en précision ou tordre ton aiguille. C'est une manipulation que tu vas devoir faire régulièrement pour nettoyer ton aérographe. Parce que quand tu as besoin de le nettoyer, tu es obligé de passer par ça. Je parle pas de rinçage, je parle de nettoyage, où on va le nettoyer un bon coup, enlever tout ce qu'il y a dedans.
Donc toi, il est tombé, mais il y a le petit godet qu'on peut enlever. Le godet, en fait, ici sur l'Ultra, il n'est pas vissé, il est juste enchâssé, ce qui est assez pratique en fait. Voilà, ça fonctionne très bien. Ça évite d'avoir un pas de vis en plus. Je pense que ça permet aussi de réduire un peu le coût de l'aéro et ça fonctionne tout aussi bien. Ce que j'aime bien sur ce modèle aussi, c'est le fait, tu vois, que la distance ici entre l'entrée de peinture et la sortie, elle est très courte. Et donc à nettoyer, t'as pas un énorme conduit où tu dois aller goupillonner super loin. Tu as quelque chose de très très court et du coup tu as une toute petite zone à nettoyer. Et là, tu as ton godet. Alors généralement, à partir de ce moment-là, tu as cette petite bague de réglage aussi qui s'amuse à se barrer toutes les 2 secondes. Donc ça, tu peux l'enlever. Et alors c'est intéressant de pouvoir l'enlever. Parce que dans un premier temps, ça c'est une bague qui va te permettre en fait de bloquer le recul de ton aiguille, le recul de ta gâchette et donc le recul de ton aiguille. Donc tu as différentes encoches avec des presets dessus qui te donnent une petite indication par rapport à ce que tu dois faire en termes de manipulation. D'un côté, tu as... donc déjà, tu as la version déverrouillée où tu n'as absolument rien. Tu vois, c'est la plus grande encoche, tu n'as aucune limite. Donc ça, c'est en mode j'utilise mon aérographe normalement. Ensuite, tu as un petit réglage qui est marqué sur Prime. Prime, c'est primer, c'est pour la sous-couche. Donc si tu fais des sous-couches, si tu fais des grands aplats, si tu peins intégralement une figurine d'une couleur, c'est un débattement, tu vois, qui te donne un bon recul, donc qui envoie beaucoup de peinture, et donc ça te permet comme ça de faire des grands sprays assez larges. Le base, qui est juste derrière, c'est pour faire des petits aplats de précision sur des zones, des petits préombrages un peu plus précis. Et là, tu vas voir que tu peux moins reculer ton aiguille, donc tu envoies moins de peinture, ce qui te permet du coup d'être un peu plus précis dans ton travail. Et ensuite, tu as des niveaux de détail. Donc, tu as le niveau de détail 3 qui est le plus fin, où là, tu as vraiment très peu de recul si tu as besoin de faire des petits points, des petites lignes, des tout petits détails. Le 2 et le 1... Le réglage 1 et 2, c'est la même chose que Prime et base, sauf que tu n'as rien d'écrit dessus. Et je pense que ça dépend si tu tournes ta bague à gauche ou à droite. Tu vois, par exemple, les débutants, ils vont avoir besoin psychologiquement d'avoir le mot sous-couche et base décrit, parce que ça leur donne une indication. Mais quelqu'un qui a déjà un peu plus le coup de main, il va plutôt se mettre sur le réglage 1 ou 2, parce que ça te donne une indication de... Comment dire ? Ça te donne une indication chiffrée au lieu d'un mot. Là où je veux en venir, c'est que ces indications, elles sont intéressantes quand tu débutes, ça te donne une petite idée, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que fonction du diluant que tu utilises, de la marque de sous-couche que tu utilises, ton preset, il n'est pas forcément universel. Et donc, le fait que ça soit écrit, ça rassure les consommateurs de se dire « Ah bah c'est écrit, quand je fais une sous-couche, je me mets là ». Et ce n'est pas une mauvaise indication, mais ce n'est pas une indication universelle. Donc le fait d'avoir le réglage sans écriture, je trouve ça malin aussi, parce que ça nous donne juste l'indication de recul, avec je suis en position 1, je suis en position 2, je suis en position 3, sans te donner une indication de technique. Et je pense que rapidement, dans ton utilisation de l'aérographe en tant que débutant, il faut réussir à s'affranchir de ces appellations, parce que tu peux te retrouver à faire tout simplement un voile ou un glacis en te mettant en prime. Et puis, fonction de la taille de ta figurine, tu peux te retrouver à peindre un détail. Si tu peins un char, tu peux te retrouver à peindre un détail en te mettant sur la position prime, parce que c'est ce qui va te permettre d'enlever suffisamment de peinture. Donc, autant c'est un garde-fou et c'est une aide au début, mais faut pas que ça devienne un frein. Et donc, fonction de la peinture que tu utilises, fonction des erreurs que tu vas faire en tant que débutant, tu vas parfois devoir le nettoyer au milieu de ta session, voire entre deux couleurs, voire même au milieu d'une couleur. Donc ça, c'est fonction de la qualité de la peinture. On y reviendra un petit peu après. Ça éclaircira un petit peu ça. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'il faut le nettoyer le plus souvent possible. Alors, au départ, on ne sait pas bien faire, on ne dilue pas bien, on n'utilise pas les bonnes peintures, on va l'encrasser énormément et ça va amener des nettoyages très, très fréquents. Et puis, au fur et à mesure, en fonction du matériel qu'on utilise, de l'habileté qu'on a quand on fait un simple rinçage, si on rince très, très bien son aéro et qu'on dilue bien sa peinture, on a très peu besoin de nettoyer son aérographe. Moi, je le nettoie même plus tous les soirs. Je le rince très fort, je le rince vraiment bien de façon à ce qu'il soit nickel, mais je sais que j'ai pas ou très peu de dépôts. Et je me retrouve du coup, tu vois, à faire un gros nettoyage par mois où je le démonte entièrement et je vais vraiment frotter toutes les pièces jusqu'à ce qu'elles soient nickel chrome. Ça, je vais le faire une fois par mois à peu près. Donc là, tu as un deuxième pas de vis et celui-ci, si tu le dévisses, tac, tu as accès en fait au ressort.
Voilà. Et là, tu as le ressort. Donc, c'est ce fameux ressort que vient engager ta gâchette quand tu recules. Ta gâchette, elle vient se prendre ici sur cette petite partie là, qui est rectangulaire. Elle vient se prendre là-dessus. Et du coup, quand tu pousses avec ta gâchette, ça vient pousser ce ressort. Et c'est ce ressort-là qui te ramène la gâchette vers l'avant. Et maintenant, du coup, on peut retirer la gâchette qui est là. Tac. Et là, on arrive au corps de l'aérographe. Il nous reste du coup la petite gâchette ici, donc qui a une petite boule en bas. C'est la boule qui va appuyer sur le bouton d'arrivée d'air, qui nous fera un on-off. On a du coup la course de la gâchette, comme ça, qui permet d'avoir tout le débattement en hauteur quand on appuie dessus. Voilà. Et on a ce petit arc de cercle ici, là, cette petite pièce, qui permet, quand on recule la gâchette, de venir pousser sur le ressort, en fait, qui vient comme ça. Tac. Et quand on recule, ça vient pousser sur le ressort et le compresser. Ici, on a un petit élément qui est sculpté, là, qui est usiné sur le rebord de la gâchette. Hop, un petit rectangle. Tac. Et ce petit rectangle, il est important sur ce modèle-là. Donc le petit rectangle qui est juste ici. Il est important sur ce modèle-là parce que ça nous permet d'avoir un réglage assez sympa sur l'aéro. Le mouvement de l'aérographe, qui est important, donc je fais une petite parenthèse là, on y reviendra après, mais le mouvement de l'aérographe, pour bien bosser, c'est d'abord d'appuyer pour envoyer l'air, puis de reculer pour envoyer la peinture. D'accord ? Si vous tirez votre gâchette vers l'arrière, vous allez envoyer de la peinture sans air, ça va faire couler de la peinture dans l'avant de votre aérographe, qui va aller se foutre là où il n'est pas censé être, et qui va encrasser votre aérographe. Du coup, c'est important de ne jamais envoyer de peinture avant d'envoyer de l'air. Voilà, donc le mouvement, c'est toujours envoyer de l'air, puis de la peinture. Et là, du coup, cette petite pièce qui est usinée sur le bord de notre gâchette, elle permet en fait, par un petit jeu de gouttière là, qui est gravé à l'intérieur, de t'empêcher de reculer ta gâchette si tu n'appuies pas. Voilà. Et donc ça, c'est une des nouveautés de cet aérographe, ça n'existe pas sur d'autres modèles. Et c'est ce principe que là, par exemple, si je me positionne comme ça, je ne peux pas reculer ma gâchette. Là, j'ai beau appuyer tout ce que je veux, je ne peux pas reculer ma gâchette. Pour la reculer, il faut d'abord que j'appuie dessus, et maintenant, elle recule. Voilà. Et ça vous force en tant que débutant à apprendre le bon mouvement. Ce mouvement de j'appuie, j'envoie, je reviens, je relâche. Voilà. Et ça, c'est un mouvement en fait qui est pas du tout naturel, qui est vraiment contre-instinctif. Et du coup, vraiment ce mouvement de j'appuie, je tire, je reviens, je relâche, c'est vraiment ça qu'il va falloir réussir à apprendre, parce que tout le mouvement de l'aérographe, c'est ça. Et là, le fait que cette gâchette, elle ait ce petit blocage, eh ben, tu ne peux pas faire le mauvais mouvement. Donc ça te force à intégrer le bon. Et donc ça, c'est un des gros points forts qui fait que cet aéro, donc l'Ultra 2023, est débutant friendly et que je le recommande vivement. Voilà. Donc tu as cette gâchette-là qui va bien t'aider. Tu as la petite bague de réglage qui va bien t'aider aussi en tant que débutant. Et un dernier truc qui est un peu moins visible, qu'en tant que débutant, on perçoit un peu moins, c'est la course ici, la distance entre ton entrée de peinture et la sortie de peinture, elle est très très courte. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, donc ça permet des nettoyages très faciles. Et ça aussi, c'est vachement bien pour les débutants, parce que le nettoyage de ces aéros est assez pratique. Il y a toujours dans l'esprit du nettoyage, il y a le fait que donc ça, c'est la technologie Harder Estenbeck, c'est leur petit brevet constructeur. C'est le fait qu'ils aient une buse en fait qui s'enchasse comme ça dans la tête, et que tu viens serrer entre deux pièces. Elle vient se prendre en sandwich. Ici, on a la tête qui n'a pas de vis, qu'on vient visser sur l'aérographe pour la fermer. Et la buse, elle vient simplement se poser dedans, et on vient la prendre en sandwich pour la serrer et créer le joint. Voilà, donc la petite parenthèse sur la techno Harder Estenbeck, sur cette buse ultra facile à nettoyer, à manipuler, et qui du coup est très très bien pour commencer. Il y a un autre pas de vis, le dernier, et là aussi il faut comprendre pourquoi il est là. Donc cette pièce-là, quand on l'a démontée, cette pièce-là en fait, allez, la mise au point, tu peux le faire. Voilà, cette pièce-là, on voit ici un joint
et un petit bouton qui est ici. Et c'est le bouton en fait qui nous permet d'envoyer l'air dans l'aérographe. C'est ce bouton sur lequel vient appuyer la gâchette. Quand il est dans l'aéro, c'est là que ça appuie et c'est là que ça nous envoie l'air. Savoir d'où vient ton air, c'est important. Et tu vas avoir... ça peut être une pièce que tu peux avoir à démonter et nettoyer. Alors, pas forcément tellement la valve en elle-même, mais parfois le trou qui amène à cette valve-là. Tu vois, le petit trou qu'on a là au milieu, c'est là où la valve en fait vient pointer et c'est au-dessus que la gâchette vient appuyer. Cette pièce-là, là, à nu, c'est vraiment là-dessus que vient appuyer notre gâchette pour envoyer l'air. Souvent, on a un souci qui arrive assez fréquemment quand on débute, c'est qu'on prend son aérographe, on le branche et il y a déjà de l'air qui sort alors qu'on n'a rien fait. C'est simplement que ta gâchette, en fait, la course de la gâchette est grippée en mode appuyé, tu vois. Et du coup, le ressort n'arrive pas à repousser la gâchette vers le haut. Quand ça arrive, la zone à nettoyer, c'est celle-ci. C'est le trou qu'on voit ici. Le trou du milieu, là. Tac. C'est ici qu'on nettoie. Puisque c'est là, en fait, que le bouton en dessous de ton aiguille vient appuyer, en fait. Quand tu te retrouves à démonter ton aérographe dans cet état-là, c'est que tu es sur un nettoyage complet, poussé, et vraiment, tu lui fais un check-up complet. Même sur un nettoyage classique, normalement, tu vas pas jusqu'à démonter toutes ces parties-là. Là, avant d'aller plus loin, il y a déjà des pièces qu'on va pouvoir remonter pour arriver en fait au moment où tu nettoies ton aérographe de manière normalement. Cette pièce-là, voilà, cette zone-là qu'on vient de démonter ensemble, le seul moment où tu la démontes, c'est le jour où, quand on t'as branché ton aérographe et tu te rends compte qu'il y a déjà de l'air qui sort tout seul alors que tu as appuyé sur rien du tout. Bah voilà, c'est ce moment-là où tu nettoies ça, parce que c'est ce moment-là où tu dois venir nettoyer cette zone-là, parce que tu vas avoir une saleté, un peu de salissure ou de la poussière qui a fini par s'accumuler là-dedans, ou simplement, tu vois, en manipulant ton aéro, tu as de la peinture qui est tombée vers l'arrière, truc tout con, hein, mais tu fais un faux mouvement, tu as un accident, tu as une goutte de peinture qui tombe là. Si tu as de la peinture qui tombe là, il va falloir nettoyer parce que sinon la peinture elle va aller sécher à l'intérieur, elle va encrasser toute cette zone-là et tu vas perdre l'utilisation de ta gâchette. Donc l'accident de la goutte, terrible, l'accident de la goutte sur le rebord, c'est dramatique. Donc il faut surtout pas la laisser parce qu'après tu te fais engueuler. Tu commences par remonter cette pièce-là. Voilà, c'est remonte cette pièce-là. Ensuite, on va remettre la gâchette. Bien à la verticale. Cette pièce-là, tu la remets à l'intérieur. Voilà. Quand tu l'enchasses, alors tu vois ici ta pièce, elle a un méplat de part et d'autre du rond. Voilà. C'est parce qu'elle vient se prendre dans l'arche qui est derrière la gâchette, dans l'arrondi qui est derrière la gâchette, d'accord ? Elle vient ici. Elle vient s'enchasser ici. Comme ça, tac, voilà. Donc quand tu la mets, ce qu'il faut faire, c'est un petit jeu de gauche à droite. Tu vois, tu l'enchasses comme ça. Et quand tu arrives en butée, tu vois, tu la fais légèrement pivoter sur elle-même jusqu'à ce que tu aies ce petit clac, voilà, où là, ça y est, elle est enclenchée, tu n'as plus de soucis. Là, tu peux remettre le ressort, voilà, et tu peux remettre le serrage qui te permet de revisser ça, voilà. Voilà, et donc là, on a remonté notre ressort. La bague de réglage, là, celle-ci, ouais, tu peux la remettre maintenant aussi. Tac. Donc là, c'est l'état dans lequel ton aérographe va être à chaque fois que tu fais un nettoyage classique. Alors, on prend un petit sopalin. On va prendre son nettoyant. Petite parenthèse nettoyant. Il en existe des tonnes de plein de marques différentes et quand vous êtes débutant, vous allez aussi toujours tomber sur quelqu'un qui va se dire « Ah oui, moi j'utilise du produit lave-vitre, c'est vachement bien, ça marche trop bien, c'est fait pour, tu vas voir, c'est pareil, c'est de l'alcool isopropylique de toute façon. » Oui et non. Oui, les recettes maison, ça marche dans une certaine mesure, mais c'est pas forcément fait pour. Tu te retrouves pas forcément avec les dilutions qui conviennent pour ne pas abîmer ton matos ou pour le nettoyer comme il faut. Et puis ça coûte pas si cher. Enfin, déjà le matos approprié, ça coûte pas si cher que ça. Là, c'est 6 balles la bouteille. T'en as quand même pour un bon moment.
C'est effectivement plus cher que du nettoyant pour vitres. Mais le nettoyant pour vitres, ça nettoie aussi beaucoup moins bien. Donc tu vas te retrouver à nettoyer beaucoup plus souvent et à abîmer ton aérographe. Déjà, les recettes maison, je vous les déconseille parce que, au même titre que les trucs bas de gamme, ça va vous amener des soucis. Ça marche. Si vous savez faire de l'aéro, si vous êtes déjà aérographeur, que vous n'avez rien d'autre sous la main, ça dépanne et ça fonctionne. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas faire, si vous tâtonnez, ça risque de vous amener à des défauts de nettoyage, à des encrassements plus réguliers qui vont du coup vous mettre des bâtons dans les roues. Donc encore une fois, investissez là-dedans, ça va vous simplifier la tâche. Donc voilà, partez sur un diluant, ça marche bien. Sur les marques, j'en ai testé plein qui se démarquent. J'aime bien Valero et AK qui fonctionnent bien. Je trouve que la Green Stuff World aussi marche bien. Je trouve que la AK, c'est celle qui tire le plus son épingle du jeu parce qu'elle nettoie vraiment très très bien. Et elle n'a pas de réaction bizarre avec les autres peintures. Là où les autres formules, la Green Stuff World par exemple, elle fige certaines peintures. Quand tu mélanges le nettoyant Green Stuff World avec d'autres peintures, elle fait une espèce de peau de lait très épaisse et qui va du coup boucher ton aérographe, parce que si ça tu le fais passer par l'avant, ça va encrasser ton aérographe, ça va le boucher instantanément. On va commencer par nettoyer le corps de l'aérographe, parce que comme ça on pourra remonter les choses au fur et à mesure dessus. Donc la partie à nettoyer de ton aérographe, c'est cette zone-là. C'est dans cette zone-là qu'il y a la peinture. Okay. Donc pour ce faire, tu vas mettre du nettoyant à l'intérieur, puis à l'aide d'un petit goupillon du set de nettoyage, tu vas pouvoir venir goupillonner comme ça à l'intérieur. Voilà, le but c'est de venir vraiment frotter pour nettoyer le conduit. C'est de ce côté-là que je viens faire. Voilà. C'est ça, ici, là. Et faire en sorte qu'il soit tout clean. Ah mais il faut pas que je l'enfonce à fond. Enfin, il peut pas s'enfoncer à fond, non? Non, tu vas jusque là, pas plus. Tu peux pas aller jusqu'au bout. Ah, c'est ça les plusieurs tailles. Putain, moi je l'ai retiré. Ok, d'accord, attends, j'ai fait le con. En fait, t'as plein de petites tailles dessus, donc moi je prends le plus petit. Ouais. Attends, je vais les remettre parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe que c'était des tailles différentes et je pensais que c'était genre entre guillemets plusieurs fois le même modèle mais sur un arceau, tu vois. Enfin sur un... Non, attends, ils sont où? Oh putain, puis autant à retirer ça c'est easy, mais à remettre sur une bague comme ça, c'est trop chiant. Sinon tu les gardes séparés, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est juste que... Vu que moi j'aime bien avoir tout à sa place, je veux pas commencer à me disperser. Mais en tout cas, de toute façon, moi j'ai réussi à le faire passer dedans. Et effectivement, il y a un moment où je peux plus aller au fond. Ouais. En fait, ça sert à rien, avec le goupillon comme ça, avec les goupillons à poil là, ça sert à rien d'aller plus loin que la zone d'entrée de la peinture. Surtout si tu fais, comme je te l'ai dit, si tu retires ton aiguille vers l'avant, normalement, tu n'emmènes pas de peinture plus loin, donc tu n'as pas besoin d'aller goupillonner vers l'arrière. Surtout que si tu goupillonnes trop fort vers l'arrière, tu risques d'abîmer ton joint d'étoupe, qui, je rappelle, se trouve par là, et amener peut-être à un changement prématuré. Dans ton kit, tu as un deuxième jeu de goupillons, mais celui-là sans les poils. Et ceux-là, ils sont faits pour aller nettoyer plus loin. Si jamais tu perçois qu'il y a un encrassement qui s'est fait après cette zone-là, à ce moment-là, avec ces aiguilles-là, tu peux venir nettoyer l'arrière vers ton joint d'étoupe. Et aller plus loin dans le OK. Voilà. Là, tu vas devoir te munir d'un outil ultra technologique et précis qui s'appelle le coton-tige. C'est l'outil qui va te permettre de venir nettoyer cette zone-là. Le coton-tige aussi, tu peux le couper, ce qui te permet d'avoir un petit outil comme ça en forme de tube qui peut te permettre d'aller contrôler la propreté de ton aérographe. Ah ouais, d'accord. Tu passes ton coton à l'intérieur. Si le tube il ressort blanc nickel, c'est que c'est propre. Et si tu as des petites taches, c'est que c'est mort. S'il y a des petites traces, c'est que c'est pas propre. Voilà. Et donc on va nettoyer toute cette partie-là jusqu'à ce que ça soit bien propre. Il faut qu'il n'y ait plus rien, il faut qu'il soit immaculé. Comme s'il était neuf. C'est vraiment important, hein. Vous ne pouvez pas vous dire à ce moment-là, ouais, il reste une petite trace de peinture, de toute façon elle est sèche, elle ne vient pas m'embêter. Si, elle viendra t'embêter. C'est le moment aussi où tu peux nettoyer ton godet. Là aussi, le godet, c'est une pièce de l'aérographe que souvent on néglige au nettoyage. C'est la pièce où tu vas avoir le plus de peinture en fait, qui va sécher ici à l'intérieur du godet. Simplement, c'est ton niveau de peinture en fait, qui est en contact avec l'air. Et pendant ton temps de pulvérisation, la peinture, elle commence à sécher. Et au fur et à mesure que le niveau baisse, elle va sécher sur la paroi.
Au départ, on se dit bah, c'est sec, ça se remélange pas de souci. Mais par contre, au fur et à mesure de tes nettoyages, au fur et à mesure de tes rinçages, tu vas avoir des micro-écailles, des micro-particules qui vont se décrocher, qui vont Qui vont tomber tomber dans dans le le fond trou, ouais. et qui vont venir boucher ta buse au bout. Donc ça, c'est important que ça soit nickel tout le temps. Ça va t'éviter énormément de bouchage. Donc Donc ça, ça, pour pour le le nettoyer, c'est nettoyer, pas mal. tu mets du nettoyant dedans et tu vas pouvoir bah, du coup goupillonner aussi un petit peu, ce qui J'ai va te mis où les permettre goupilles. de décrocher la peinture dans la première partie. Alors attends. Donc voilà, là tu peux goupillonner à mort cette partie-là à fond. La partie à nettoyer et cette partie-là, quoi qu'on fasse, donc là au goupillon, en gros, on va pouvoir nettoyer jusqu'ici, voilà. Mais il reste toujours la pointe qui risque d'être sale, encrassée et avec du merdier dedans. Alors, c'est là que vous allez avoir des frissons dans le dos puisque l'outil le plus à même d'aller nettoyer cette partie-là, c'est votre aiguille. Et donc l'idée, c'est avec votre aiguille, très délicatement, avec douceur et finesse, d'aller pousser tout doucement, sans forcer, d'aller nettoyer l'intérieur de ce cône. Il n'y a pas Et- d'élément aussi petit que l'aiguille fourni qui casse pas pour aller Non, nettoyer? à part une autre aiguille. Ouais, donc tu peux Puisque t'acheter ton une aiguille. aiguille, tu vas la niquer un jour ou l'autre. Ouais. Du coup, tu la gardes et elle te servira à venir nettoyer en fait Ah oui, ok. elle va te servir à venir nettoyer ta buse. Et donc ça, bah, quand c'est bien Et- propre, tu vas pouvoir enchaîner. Alors, l'intérêt de l'Ultra, c'est qu'ils sont partis sur un modèle d'aiguille et de buse qui sont assez épais. On est sur une aiguille ici qui fait 0,35 mm de diamètre là. Donc c'est assez épais, donc ça fait une aiguille qui est assez robuste. Elle est usinée assez... tu vois, tu as une belle pointe, mais on voit qu'elle est assez empâtée, assez large la pointe. Donc tu as quand même cette... voilà, c'est quand même une aiguille qui est un peu solide. Pour bien vérifier que ça soit net et propre, tu peux en fait placer, tu vois, comme je le fais, la tabuse face à la lumière, et tu peux simplement regarder avec l'œil si tu vois encore des résidus. Ce qui est important, c'est de bien voir Le petit point au fond. l'orifice de l'autre côté, le petit point, voilà, faut qu'il soit bien net. Une fois que ça c'est bien nettoyé, on peut nettoyer notre aiguille, sopalin, et tu la passes dedans comme ça, tu vois, là elle était un peu encrassée. Tu la passes entre tes doigts, tu fais attention de ne pas te planter les doigts, parce que généralement c'est à ce moment-là qu'on se plante, et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut la tordre, donc allez-y avec délicatesse. Il nous reste une dernière pièce à nettoyer, c'est la couronne, la tête là. Donc là, coton-tige, qui permet de venir nettoyer la tête. Tac. Donc là, après, tous les outils sont bons hein, pour aller nettoyer ça, que ce soit ton coton-tige, les Ouais. goupillons, tout ce que tu Bah, veux. ça, c'est pas fragile. Enfin, c'est bon. Non. Ça va. Faut éviter de lui faire un plat, tu vois, si elle tombe ou si tu forces. Oui, bien sûr. Faut éviter de lui faire une encoche ici. Et ce qu'il faut pas abîmer, c'est le diamètre qu'on a là. Le diamètre du trou qu'on a au milieu là. Ça, faut pas l'abîmer parce que c'est là que sort ton air. Alors, dans un autre aérographe, dans un autre modèle d'aérographe, je t'aurais conseillé de commencer par mettre l'aiguille. Donc là, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'ultra mais qui auraient autre chose. On remet l'aiguille par l'avant, comme ça, tac. On vient la mettre en retrait et on remonte notre matos devant. Mais là, nous, on va pas faire ça parce qu'ils ont fait un truc qui est vraiment bien et qui est plus académique dans la façon de remonter un aérographe. Ici, on va mettre notre buse, puis Ok. remettre la tête et tout serrer. Tac. Alors dans un autre aéro, je t'aurais conseillé en fait de remettre l'aiguille dans ce sens-là pour éviter de venir éclater la pointe de l'aiguille contre un élément de l'aérographe au fur et à mesure de la course. Ok. Ici, dans sa conception, ils ont fait en sorte d'avoir un usinage et un alignement des pièces qui est parfait, qui ne bouge pas. Ce qui va nous permettre, en plus ici on a un petit entonnoir, ce qui va nous permettre en fait de rentrer l'aiguille par ce côté sans aucun risque de choc. Attends. J'en profite pour expliquer un truc qui je trouve est très important à comprendre quand tu fais de l'aéro.
et que finalement peu de gens savent, c'est où se trouve la peinture et où se trouve l'air dans ton aérographe. Parce que là, on l'a démonté, on a vu plein d'organes et tout, et souvent les gens pensent que la peinture et l'air se mélangent dans le corps de l'aérographe, et que du coup, tu souffles un mélange de peinture et d'air projeté avec quelque chose qui se serait mélangé par là. Eh ben, spoiler alerte, l'air et la peinture ne se rencontrent pas dans l'aérographe, à aucun moment. Ah ouais? L'endroit où l'air et la peinture se rencontrent dans ton aérographe, c'est précisément à la sortie ici. Alors, c'est là qu'un petit schéma s'impose. Dans ton aérographe, tu as ton aiguille qui est comme ça. Hop. Et l'aiguille, elle sert à guider ta peinture. Elle va servir aussi de bouchon autour de la buse. Donc on a la buse qui est comme ça. La peinture, l'air, elle passe autour de la buse. D'accord ? Donc là, on a notre buse qui est comme ça. Ici, on a notre conduit de peinture qui remonte. Donc là, on a notre joint d'étoupe, tac, qui nous empêche d'amener la peinture vers l'arrière de l'aérographe. Et ici, on remonte grossièrement vers le godet. Wow, c'est bien fait. Un super verre à martini. Voilà. Et notre peinture, du coup, son chemin, c'est là, et elle revient vers l'aiguille. L'aiguille, elle sert de bouchon parce que son diamètre, en fait, il va vers l'arrière, il va en s'élargissant. Oui, d'accord. Et donc, passé un moment, il arrive au même diamètre que le trou de la buse et ça fait bouchon. Ouais. Quand tu la recules, du coup, le diamètre va en s'affinant et du coup, tu vas laisser passer plus ou moins de peinture dans l'interstice que tu as entre les deux ici. OK ? Donc ça, c'est notre conduit de peinture. L'idée, c'est qu'on a une goutte de peinture qui vient perler sur la pointe de l'aiguille et on va devoir la pulvériser, maintenant la souffler pour arriver à l'autre bout. C'est là qu'arrive la couronne. Et la couronne, donc c'est cette partie-là. Celle que je t'ai dit, enlève-la de la buse, il faut la nettoyer aussi. Et cette couronne, en fait, elle ne vient pas après, elle s'arrête ici. Ta buse, en fait, elle dépasse un tout petit peu de la couronne. Ici, tu as ta valve avec l'air qui rentre. Et du coup, ça suit un conduit qui est parallèle au corps de ton aéro, qui ne se croise pas du tout avec la peinture, qui vient dans la tête. La tête, elle est isolée de la peinture. Donc, tu as la buse dans laquelle la peinture passe, la tête dans laquelle l'air passe. Et ici, ça vient sortir par ces deux orifices ici et souffler la goutte de peinture qui est venue perler au bout de l'aiguille. Ça, c'est quoi? C'est juste, je mets l'aéro, il y a quoi comme produit dedans? C'est de l'eau? C'est tout? On va y venir, Ok, regarde. parce que je me disais, en parlant de nettoyage, ça me semblait être un truc pour nettoyer. C'est un truc qu'on n'a pas encore utilisé, mais effectivement, on va y venir. Déjà, le premier truc, ça te sert pour stocker ton aérographe. Ouais. Ça te sert à le ranger, à le poser sur ton bureau, à faire en sorte qu'il tienne, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser son aérographe posé comme ça sur la table. Là, déjà, c'est un peu plus sécure, tu vois, il tient déjà un peu plus. Déjà, tu vois, tu vas le voir bouger avec le pot. Donc, c'est un peu plus sécure. Et même, le mieux quand tu le ranges, quand tu as fini de peindre... C'est que tu débranches le câble, en fait. Tu débranches le câble, ça évite énormément d'accidents. Deuxième point, c'est effectivement pour purger ton aérographe. Donc là, après le nettoyage, c'est le moment de pulvériser. En fait, un godet nettoyant, ça te permet de vérifier que tout soit bien remonté comme il faut, qu'il n'y ait pas une particule qui reste. Tu vois, quand tu pulvérises, ça doit être propre. Si tu vois qu'il y a des petites particules de couleur ou noires qui ressortent, c'est qu'il faut recommencer. Ouais. Et tu fais ça plusieurs fois. Parfois, il peut se gripper sur un truc. Là, tu vois, par exemple, j'ai ma gâchette qui se grippe un peu. Donc, c'est le moment de faire rebouger un peu le truc. Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui s'est... J'en ai un peu trop mis, je crois. Ah, quand t'appuies, ça bulle ? Ouais, de fou. C'est-à-dire qu'il est mal remonté. Ah ouais ? Ouais, c'est-à-dire que t'as pas assez revissé la tête. Je vous le fais. Ici, là, la tête est bien vissée. L'air ne peut sortir que vers l'avant. Du coup, quand j'appuie, j'ai pas de bulle. Là, j'envoie de l'air et j'ai pas de bulle ici. Par contre, si je dévisse cette partie-là, l'air peut revenir vers l'arrière et du coup, ça bulle. Dans notre aérographe, on va mettre de la peinture. Donc, prends une couleur foncée. Ouais, on va prendre une couleur foncée puisqu'on va travailler sur une feuille blanche. Ténébreuse grey. Donc si tu prends du blanc, tout simplement, on la verra pas, mais faut prendre une couleur foncée. Il y a deux concepts à comprendre. La peinture à l'aérographe, en fait, c'est un mélange de trois éléments.
la distance, la dilution et la pression. Plus l'objet que tu peins est loin, plus tu vas avoir besoin de pression pour amener la peinture jusqu'à lui. Oui, normal. D'accord ? Par contre, si ton objet est prêt et que tu as trop de pression, la peinture que tu vas déposer sur la surface va être soufflée. Elle ne va pas rester sur place parce qu'il y a trop de pression, ça va souffler la peinture. Donc la pression, elle va être fonction de la distance à laquelle tu travailles. La pression, elle peut être aussi fonction de la peinture que tu utilises. Si tu utilises une peinture qui est épaisse, tu vas avoir besoin de plus de pression. Parce qu'elle est plus lourde. Parce qu'elle est plus lourde et du coup, il va falloir réussir à la sortir de l'aérographe, à la pulvériser. Donc du coup, il faut plus de pression pour la sortir. Dans ce cas-là, ça va te contraindre à t'éloigner aussi un petit peu. Donc tu vois, la dilution et le produit que tu utilises, ils vont jouer aussi sur la distance que tu vas mettre. Si tu veux utiliser le même produit un peu épais, mais que tu as besoin de faire quelque chose de plus près, bah, tu vas être forcé de le diluer plus pour pouvoir baisser ta pression et te rapprocher. Donc on a dit distance, dilution, pression. Si tu as besoin par exemple de peindre un détail sur ta figurine, où tu as besoin d'être très proche de ton support, et bah, du coup tu vas devoir diluer plus ta peinture pour pouvoir utiliser moins de pression. Okay. Si tu as besoin de faire une sous-couche, où tu veux peindre quelque chose de large sur toute ta figurine rapidement, bah là tu vas t'éloigner et tu vas pouvoir utiliser une pression un peu plus élevée pour aller plus loin, ce qui va te permettre aussi de diluer moins ta peinture pour avoir quelque chose de plus couvrant. Voilà. Donc ça, c'est un truc à comprendre pour réussir à jouer sur ces trois aspects. Parce que finalement, quand tu vas peindre, on a tendance à se concentrer d'abord sur la dilution, on va le voir dans une seconde, et c'est un point capital, parce que si tu dilues pas assez, tout simplement, la peinture, elle ne va pas sortir de ton aéro. Si par contre, tu ne gères pas en parallèle de ta dilution la distance à laquelle tu es, eh ben, tu vas aussi avoir des mauvais résultats sur ton support. Et si en plus de ça, ta pression elle n'est pas la bonne, voilà, tu vas galérer. Donc il va falloir qu'on règle ces trois éléments au fur et à mesure pour s'en sortir. Et tout ça, ça va être corrélé à un élément extérieur qui va être ta peinture en elle-même. Toutes les peintures n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est le principe de l'acrylique. Hein. Tu as déjà vu, il y en a des épaisses, des fines, des transparentes, des qui sèchent vite, des qui sèchent pas vite, des qui coulent pas. Et en fonction de celle qu'on va utiliser, il va falloir qu'on joue sur ces trois éléments. Et c'est exactement ce que tu viens de me dire avec le contraste. Le contraste, c'est de l'acrylique, ça passe dans l'aérographe, mais c'est une acrylique qui est assez fluide. Donc il va falloir jouer sur la dilution, tout ça. C'est une acrylique qui est assez transparente, comment elle va fonctionner, etc. etc. Et donc il va falloir réussir à régler tes autres paramètres pour t'en sortir. C'est le petit passage qui me permet aussi de parler des différentes marques d'acrylique qu'on passe dans son aérographe. Souvent, les débutants, ils vont avoir de la peinture Games chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peinture Games, c'est une peinture qui marche assez mal dans l'aérographe parce que c'est une peinture qui coagule, donc qui sèche très vite quand on la met en contact avec l'air et l'eau et la dilution. Okay. C'est une peinture qui va sécher très vite. Or, dans un aérographe, on met deux choses, de l'air et de la dilution. Donc, elle n'est pas faite pour. Les peintures qu'on va chercher à mettre dans un aérographe pour se faciliter la vie, c'est les peintures qui ont justement un coefficient de coagulation qui est assez long, qui sèche lentement. Et donc ça nous aide beaucoup dans l'aéro, puisque du coup, on va pouvoir la pulvériser, la passer avant qu'elle ait commencé à sécher et à encrasser notre aérographe. Donc c'est pour ça qu'il y a des marques qui vont avoir des gammes doubles avec des gammes R et des gammes classiques. Citadel pendant longtemps a fait une gamme classique qu'on avait en magasin et la gamme R que tu pouvais commander sur leur site. Valero, ils ont une gamme classique et ils ont une gamme R qui est du coup destinée à l'aérographe. Ça ne veut pas dire que c'est des peintures qui sont prédiluées, ça c'est une erreur que les gens font souvent. Ça veut dire que c'est des peintures qui ont un coefficient de coagulation qui est plus faible et qui du coup sèche moins vite. C'est là que les gammes AK et Green Stuff World sortent aussi leur épingle du jeu, puisque de base, ils nous ont fait une formule avec une coagulation qui est très lente et qui a l'épaisseur pour travailler malgré tout au pinceau. Donc ça veut dire que c'est une peinture qui est aussi bonne au pinceau qu'à l'aérographe. Okay. Donc partir sur une bonne gamme de peinture, c'est assez important parce que ça va aussi t'épargner énormément d'entretien et de nettoyage sur ton aérographe. Peindre avec de la peinture Citadel sortie du pot que tu dilues simplement, ça va amener à des bouchages très fréquents, très réguliers, qui vont forcément t'amener à devoir faire des nettoyages et de l'entretien plus régulièrement.
Pour contrebalancer ça, pour ceux qui en auraient, ce qu'il faut rajouter dans votre mélange, c'est un retardateur de séchage. Donc tu vas avoir des retardateurs de séchage acrylique que tu trouves, Valero ils en ont un, AK ils en ont un, Games ils en ont pas. Mais Games tu peux mettre quelques gouttes de contraste médium qui est du coup un médium qui sèche lentement, donc Ah qui oui, va j'en ai un. retarder le séchage de ta citadelle. Voilà. Donc si tu veux peindre de la citadelle, si par exemple tu as un pot, je sais pas, ton orange, je sais plus quel orange tu utilisais pour tes... Il faut savoir que tu vas pas pouvoir simplement la diluer. Enfin, si tu peux, mais ça va t'amener à un bouchage et un nettoyage assez rapidement. Donc il va falloir... déjà, tu n'as pas le droit à l'erreur sur la dilution. Si jamais tu dilues pas assez, tu vas le regretter très vite. Et en plus de ça, tu vas quand même encrasser ton aérographe. C'est pour ça qu'avoir un peu de contraste médium ou ce qu'on a aussi dans d'autres marques qu'ils appellent glaze médium ou retardateur de séchage, c'est des produits acryliques que tu t'en mets une petite goutte en fait avec ta citadelle et ça te permettra de te faciliter la tâche. Voilà. L'autre façon encore plus simple, c'est de passer directement sur une gamme adaptée et là, tu n'as plus de soucis. Alors, on commence par prendre sa peinture. Comme d'habitude, on la secoue. Ouais. Petite astuce, alors moi je suis un mauvais élève là-dessus, je le fais pas parce que j'ai l'habitude, mais on va conseiller ça quand même pour les débutants. Il faut d'abord mettre le diluant avant de mettre la peinture. Tout simplement parce que sinon ta peinture elle va aller stacker au fond. Elle sera plus difficile à aller mélanger au fond. Et du coup les premières gouttes que tu vas passer, au lieu d'être de la peinture diluée, ce sera de la peinture épaisse. Et donc du coup tu vas boucher ton aérographe avec de la peinture épaisse. Donc tu mets du diluant dedans, tu mets un petit peu de diluant, voilà. Tu vois, j'ai rempli juste le fond comme ça. Tac. Et tu vas rajouter 2-3 gouttes de peinture. Maintenant, si tu as un vieux pinceau sous la main, tu vas venir avec la pointe du pinceau mélanger ta peinture à l'intérieur. Alors là, il y a plein de puristes qui te diront, et clairement, ouais, tu vois, par exemple, tu as des modélistes ou des types qui vont chercher la surface de peinture parfaite. Par exemple, en Gundam, tu as plein de gens qui vont faire leur mélange dans des godets à côté. Ah, qui vont mettre après... Ouais, et puis qui vont verser à l'intérieur. Sur un filtre pour éviter que tu aies des particules. Parce que là, par exemple, mon vieux pinceau, il peut avoir des particules d'acrylique dégueulasses où je peux venir péter un poil qui va venir du coup se stacker au fond de mon aérographe. Et tout ça, c'est des petits désagréments. C'est quand même pas les pires. Et quand on fait de la figurine, c'est pas non plus le truc qui t'est arrivé tout le temps. Si tu nettoies ton aérographe régulièrement, le bout de poil de pinceau pété, tu vas le sortir. Okay. Et puis sur une figurine, si tu as une micro-particule qui vient faire un grain quelque part, ça se verra pas à ce niveau-là. Voilà. Par contre, tu as des disciplines où le but c'est que ça soit parfait, nickel chrome, et dans ce cas-là, tu fais tes mélanges à côté puis tu viens les verser après. À ce moment-là, ta peinture qui est mélangée, tu peux vérifier sa consistance. Là, tu vois, j'ai ma peinture qui est diluée à l'intérieur et la consistance que je cherche, c'est quelque chose de très liquide. Ok ? Faut que j'ai la fluidité du lait, en gros. Faut que ça soit fluide comme de l'eau, que ça coule le long de la paroi, vraiment comme si c'était de l'eau. Oui, je vois, ok. Mais qu'on ne voit pas à travers. Il faut pas voir la réflexion du godet à travers. Je pense que c'est bon, ouais. Tac. Tu peux faire un petit test sur un petit bout de papier. Il faut que ça te donne l'impression d'être une encre, pas une peinture. Faut pas que tu aies d'épaisseur. Ouais. Tu vois là, la mienne, elle est juste... Peut-être... Elle est presque pas assez diluée, tu vois. Elle est très très opaque encore. Moi, ce que je veux chercher, c'est vraiment, tu vois, ouais, cette dilution-là. Comme de l'encre. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à s'amuser sur la feuille. Aïe, 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 c'est le moment. Voilà. Donc là, tu tiens ton aérographe comme un stylo. Alors, je vois des gens qui le tiennent comme ça. Je vois des gens qui le tiennent comme ça. Je vois des gens qui le tiennent comme ça, bizarre. Ouais, voilà, comme toi, par exemple. L'idée, c'est vraiment, c'est un stylo. Ton aérographe, en gros, tu dois pouvoir le poser comme ça. Il doit tenir en équilibre. Voilà. Et c'est ce doigt-là qui va faire le boulot. C'est l'index qui va faire le boulot. L'index, il est à la perpendiculaire, comme ça, sur la gâchette. Pourquoi ? Parce que si tu le mets dans une autre position, tu as déjà un appui sur ta gâchette. Si mon index, il est comme ça, tu vois, j'ai déjà un appui du poids de mon doigt sur la gâchette. Alors que si je suis comme ça, c'est cette articulation-là qui tient le doigt. Et là, j'ai pas de pression dessus. Alors, c'est ultra chaud au départ. Alors, ton pouce, après, tu le mets comme tu veux. Hein. Si ton pouce, tu le tiens comme ça, que ça te va, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est vraiment que tu n'aies pas d'appui sur ta gâchette quand ton doigt est posé.
Ce qui là ensuite te permet d'appuyer avec la pointe de ton doigt pour envoyer l'air. Et une fois que l'air est parti, là je tire. Et une fois que l'air est parti, tu vas pouvoir tirer et ça va envoyer la peinture. Putain. Je te donne des exercices à faire pour la Ah prochaine fois. Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle les lignes. Donc ça, tu en as déjà fait un petit peu. Là, tu sais, quand on a fait les spirales, tu vois un peu comment on va faire une ligne. L'idée, c'est de surveiller un petit peu et de commencer à gagner en précision et en visée. Il faut que tu réussisses à faire des lignes qui soient bien droites, bien homogènes et sans crachotis sur la longueur. Tu vois, vraiment des lignes comme si tu faisais une ligne de critérium. Si tu as des petits points qui se font, si tu as des tâches qui se font, si ta ligne, elle se met à faire des vagues comme ça en épaisseur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas bon. Ok, il faut vraiment que ta ligne, elle soit droite et homogène. Ouais. Voilà. Là, ça sera ok. Toutes les autres variantes, c'est pas bon. Si elle fait des étoiles au début, bah, c'est que tu es trop près avec taux de pression. Si ça crachote, c'est que tu n'as pas assez de pression pour envoyer la peinture, etc. Pardon, à toi de trouver le bon réglage pour réussir à arriver à te faire des lignes. La version compliquée, c'est que tu fais ça entre deux verticales et tu fais un début fin arrêté sur tes verticales. Ça te force à viser. Exercice 2, les petites vagues. Même chose, mais là, ça te force à faire des mouvements et à travailler le mouvement du poignet. Troisième chose, des points. Comme si tu faisais des points au stylo. Voilà, tu dois faire des points bien nets, bien propres. Éviter qu'ils fassent des étoiles, éviter qu'ils crachotent. Donc tout ça, c'est jouer sur la distance, la pression et tout ça. Et ça, pareil, ça va t'apprendre à gérer vraiment juste un pchit pour faire le point comme il faut. Et ça va te forcer à viser. Ça va vraiment travailler ton acuité et ta précision. Parce que là où tu regardes, il faut que le point se pose à cet endroit-là. Variante un peu plus compliquée, la virgule ou le check. Tu dois faire des petits checks. Pareil, avec les mêmes contrôles. Pas d'araignée, pas de crachotis. Vraiment juste un petit check comme si tu le faisais au stylo. L'exercice de fin qui cumule tout ça, c'est la grille. Tu traces des lignes verticales, horizontales, les lignes. Tu fais des ronds en entourant les intersections, les vagues, le mouvement du poignet. Et déjà, tu travailles pas mal la visée parce qu'il va falloir commencer, enfin, tu vois, bien réussir à viser, à entourer la bonne zone et puis réussir à fermer ton cercle. Et ensuite, tu viens remplir le rond. Petit cercle. Pareil, visée, pression, tout ça. Et ça, c'est un peu l'exercice qui cumule tout ça. Exercice expert pour la fin, le remplissage. Tu viens tracer deux verticales et avec ton aérographe, en faisant des lignes de plus en plus transparentes, tu fais un dégradé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est chaud ça. Tu commences avec quelque chose de très opaque, très net. Il faut que tu sois bien inscrit dans ton cadre. Il ne faut pas que tu débordes avant ni après. Ici, il faut que tu aies une ligne bien nette. Et quand tu vas descendre, tu vas avoir quelque chose de plus en plus flou et transparent. Ok. Ça, c'est chaud. C'est pas pour tout de suite, pour plus tard. Ça, c'est chaud. Ces exercices-là, ça va être compliqué. Tu vas boucher, ça va te demander de nettoyer, etc. Mais en gros, ça, c'est ta routine. C'est ce que tu dois faire. C'est ton échauffement. Tu fais ça à chaque fois que tu te dis tiens, je vais faire une session d'aérographe, tu commences par ça. Tant que tu n'arrives pas à ça, c'est difficile de passer à la suite. Voilà. Et ça, le jour où tu arrives à le faire sans boucher, nickel, propre et tout, bah, c'est parfait, on t'embauche. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment la routine d'exercice à faire pour gagner en précision, en acuité, en mouvement du poignet, etc., en souplesse. C'est vraiment la base qui vous permettra de progresser rapidement. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des réservoirs plus gros où ça sèche trop rapidement? Effectivement, c'est pas très intéressant d'avoir un énorme réservoir vu ce qu'on fait. À part gaspiller de la peinture, ça te donnera pas tellement d'avantages. La quantité de peinture que tu vas faire, elle dépend de tout ce que tu as à peindre. Souvent, pour les supports qu'on fait, quelques gouttes suffisent. Donc, tu n'as pas besoin non plus de litres de peinture. Donc, c'est sauf cas ou utilisation très particulière, c'est pas indispensable. Les petits réservoirs qu'on a suffisent très largement. Ça vaut le coup de prendre un cours IRL. Oui, ça existe, moi j'en fais. Si vous venez sur Grenoble, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On peut se faire un petit cours d'aéro. Ça coûte 70 balles, ça dure 2 heures. Et on peut revoir tout ce qu'on a vu là. Parce que généralement, le premier cours d'aérographe que je fais, c'est ça, en réel. Et puis, on peut voir plein d'autres choses, plein d'autres conseils, plein de techniques. En taille d'aiguille, est-ce que ça sert d'en avoir plusieurs? Alors,
celle de l'Ultra, ce qu'il faut comprendre sur la taille des aiguilles, c'est un truc qu'on n'a pas abordé pendant le live avec Linkus, mais ce qu'il faut bien comprendre sur la taille des aiguilles, c'est que ce n'est pas la taille à cet endroit-là, c'est la taille à cet endroit-là. C'est le diamètre, c'est l'épaisseur de votre aiguille. Bien sûr, l'épaisseur de votre aiguille, elle influence la finesse de la pointe qui va être possible d'avoir. Et donc la finesse de la pointe va influencer le cône de projection, puisque en fonction de sa finesse et du diamètre de la buse, on va avoir du coup plus ou moins de peinture qu'on va pouvoir réussir à faire sortir. Et donc ça va jongler sur la taille du cône de projection et du coup la précision de son aérographe. Commencer avec des buses trop fines au départ, c'est casse-gueule parce que ce sont du coup des buses qui vont se boucher très vite. Dès qu'on a de la peinture qui est mal diluée, un grain, etc., elles vont se boucher encore plus vite que celui-ci dans les mains de Linkus. Ce qui fait que ça va être encore un frein supplémentaire. Donc en tant que débutant, de toute façon, vous n'aurez pas le contrôle de gâchette, le contrôle de dilution et le contrôle de distance. Vous ne serez pas suffisamment habitué à ça pour réussir à aller chercher des finesses que vous permettraient d'avoir ces buses très fines. Donc avoir une buse fonction des marques entre 0,2 et 0,4, ça va vraiment être fonction des marques, c'est très bien. Voilà. C'est comme les tailles de pinceau. On a vu que le diamètre de tout ça, c'était la taille de l'aiguille, le diamètre de l'aiguille. Vous avez déjà dû remarquer, en prenant différentes marques de pinceaux, qu'un taille 2 dans une marque, c'est pas un taille 2 dans une autre marque. Ils ont chacun un petit peu leur truc. Et bah, c'est pareil dans les aéros. On va avoir des diamètres d'aiguilles qui sont plus ou moins épais, mais qui vont jouer peu sur la finesse. En tout cas, pas en passant d'une marque à l'autre. Je m'explique. Si vous êtes dans la gamme Harder Estenbeck, la buse 0,45, elle est effectivement plus épaisse et moins précise que la buse de 2,25, que la buse de 1,8, etc., etc. Mais la buse de 0,45 chez Harder Estenbeck, elle va être à peu près équivalente à la buse de 0,3, de 0,30 chez Iwata. Et donc c'est un aérographe, on l'a vu ensemble, qui a une précision qui est suffisamment intéressante pour, on va le voir là, dans la boîte, ils ont mis une petite carte. Voilà, vous avez quand même un panel de spray que vous pouvez faire avec cet aérographe, que ça soit en grande diffusion pour faire des dégradés, soit en termes de très fin pour faire des détails. On arrive quand même à quelque chose de suffisamment fin pour ce qu'on fait sur de la figurine. Donc oui, cette buse de 0,45 fonctionne très largement pour faire de l'aérographe sur de la figurine. Voilà. Acheter des buses plus fines, c'est possible chez Harder Estenbeck. Vous pouvez aller chercher des buses si vous pouvez acheter par exemple les anciennes buses, ça sera compatible, ou voir si vous les avez déjà. La buse de 0,2 chez Harder Estenbeck, qui est celle que je conseillais beaucoup jusque-là, est compatible avec celui-ci, donc vous allez pouvoir le mettre dessus. Vous allez du coup gagner en finesse. Vous allez perdre en taille de spray, ça veut dire que si vous voulez faire des gros sous-couches ou des gros vernis, votre cône de projection il sera forcément un peu plus petit. Donc ça en mettra aussi un peu moins partout autour. Parce qu'on sous-couche rarement des figurines gigantesques. Par contre, ça fait aussi une buse qui se bouche un peu plus vite. Et ça va vous permettre de peindre des choses encore plus fines si vous arrivez à le faire, si vous avez la précision pour le faire. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc pour répondre à Cosmic, si vous partez sur ce modèle-là, non, il n'y a pas besoin d'aller prendre d'autres choses que ce modèle-là dans un premier temps. Je vais regarder le replay avec intérêt, j'aimerais bien prendre un cours, mais j'ai toujours la crainte de tomber sur une formation pas si bien. Si je n'étais pas si loin, je saurais où aller. Déjà, ça peut être l'occasion, je sais pas, tu te prévois un week-end, une sortie, des vacances et tout. Si tu nous contactes un petit peu en avance, on peut s'organiser. Et ça peut le faire. Et là, comme je vous l'ai dit, ce qu'on a fait ensemble ce matin, c'est ce que je fais d'habitude sur les premiers cours d'aérographe que je propose aux gens qui viennent me voir. C'est vraiment la formation débutant, quoi. La première étape, c'est ça. Donc, j'ai rien fait de plus ni de moins. Donc, ça vous permet, sans avoir à venir jusqu'à Grenoble, d'avoir au moins ce premier cours.
La différence qu'il y aurait pu avoir entre le cours qu'on a fait là à distance et un cours qu'on aurait fait en réel, c'est que son souci de bouchage, on l'aurait réglé plus vite parce qu'on aurait avancé un peu plus vite sur d'autres trucs. On aurait peut-être pu faire une couche sur une figurine parce que c'est ce qui va nous permettre. Je l'aurais débouché plus vite. Je l'aurais montré, tiens, regarde, c'est ça. Le coup de la vis, pas vissé à l'arrière, en réel, je l'aurais vu. C'est plus facile, tu vois, de voir les petites erreurs comme ça et ça aurait permis de se débloquer plus rapidement. Mais on ne sera pas sans refaire des petites vidéos en discutant avec Linkus, donc on avancera aussi pas à pas sans souci. Tu indiquais une pression entre 1,2 à 4 bars. Est-ce que la longueur du tuyau joue un rôle dans la pression? Faut-il augmenter si plus de 3 mètres? Alors, il faut que tu fasses des essais. De toute façon, à partir du moment où tu as une longueur de tuyau qui fait que ton manomètre n'est pas à portée de main, je te conseillerais d'avoir un manomètre déporté. Tu peux acheter des manomètres solo que tu viens fixer à ton bureau, sur lequel tu viens brancher le câble, ta rallonge. Voilà. Donc du coup, à ton compresseur, tu règles une pression très élevée, la plus élevée possible. Puis ensuite, tu viens régler au manomètre que tu as fixé à ton bureau. Ça te permet d'avoir du coup un réglage à portée de main. Pour moi, ton compresseur, il doit être, en tout cas ce réglage de manomètre, il doit être à côté de toi. Parce que même si dans un premier temps, tu vas rester autour des 1,2, 1,5 bars, très rapidement, tu vas avoir besoin de fluctuer sur cette pression. Le jour où tu vas vouloir faire une sous-couche ou un vernis, je te conseille de monter jusqu'à 2 bars, parce que c'est des produits qui sont plus épais, qui encrassent plus vite l'aérographe, donc tu as besoin de plus de pression pour les entraîner et les sortir de l'aéro. Donc si tu dois faire 3 mètres puis revenir pour faire ton vernis, mince, attends, c'était pas la bonne, il faut que je retouche, etc. C'est chiant. Alors que si tu as ton manomètre à portée de main, tu vas pouvoir régler rapidement. Pareil, quand tu vas gagner en précision, tu vas pouvoir jouer avec la pression, pouvoir par exemple de temps en temps baisser un peu ta pression quand tu veux être très très précis. Donc il te faut un manomètre à proximité. Les molettes, c'est une demi-mesure. C'est une demi-molette parce que ça te permet effectivement d'ouvrir ou de fermer un petit peu l'arrivée d'air, mais c'est pas précis. Tu sais pas combien de bars t'es, donc tu sais jamais à combien tu travailles.